Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 août, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Je m'apprêtais à dire que nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes. Maître Garbi Blaise et professeur Yves Roblin. Ils sont avec nous ce matin à l'occasion de la Foire nationale du livre et de l'artisanat. Le plus jeune ou le moins jeune des jeunes est Yves Roblin. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à moi saluer M. Théodore, je salue Maître Garbi Blaise. Et je salue Haïti, le monde, je salue tous les internautes et je salue tous les collègues du ministère de l'Éducation et tous les collègues d'université, que ce soit Kiskeya, que ce soit Unitec, que ce soit encyclopédiste, Prasmas, UNAP, etc. Parce que moi, je suis quelqu'un qui intervient au niveau de ces universités. Et je suis content de prendre part à cette émission. Et c'est une émission très instructive, comme je vous avais dit tantôt, parce que je ne suis pas venu pour la première fois. C'est une émission à travers laquelle vous faites passer beaucoup d'informations et de renseignements exacts sur des thématiques porteuses, que ce soit l'économie, l'éducation, la culture, même les relations internationales. Vous avez invité quelqu'un. Mais c'est vraiment bien. Je vous félicite pour cette émission. Merci, professeur Yves Roblin. Maître Garbi Blaise. On a tendance à dire Gardi. Je viens de faire le faux pas aussi. Et effectivement. Bonjour, monsieur Théodore. Bonjour, professeur Robin. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir, en fait, d'être de partager un plateau avec Wendell Théodore. C'est un journaliste très pointu, très fouillé. Et merci encore pour ce privilège ce matin. Dans le cadre de la promotion de la Foire nationale du livre et de l'artisanat qui sera tenue les 13 et 14 août 2022 au palais municipal de Delmar. C'est un plaisir. On aura aussi à parler de cette activité organisée par des juristes, je dirais, cette semaine, peut-être à la fin de l'émission. Oui, c'est une question qui me préoccupe. Et puis en plus que c'est un sujet d'actualité, en fait. C'est un sujet d'actualité avec la montée en puissance de la criminalité, avec les cas de trafic illicite d'armes à feu. Donc c'est un sujet d'actualité, je pense qui serait intéressant d'aborder dans le cadre de cette émission. J'étais censé recevoir également Maître Evans Fils autour de son livre « La concordance du droit haïtien », le premier ouvrage indispensable des magistrats et des avocats depuis 200 ans. Selon lui, c'est une encyclopédie pour pratiquer le droit autrement. Mais malheureusement, pour des raisons d'ordre technique, on ne peut pas le recevoir ce matin. En tout cas, la Foire du livre et la Foire nationale du livre et de l'artisanat, je ne sais pas qui d'entre vous veut bien nous présenter cette activité. La Foire du livre, on sait qu'on a déjà Livre en folie et aujourd'hui on parle de la Foire nationale du livre et de l'artisanat. La différence, professeur Yves Roblin, c'est quoi? Et tout simplement, c'est une foire qui va réunir beaucoup de monde et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est que on voulait faire de la promotion pour la culture. Parce qu'on a fini par remarquer au niveau de ce pays, il y a une crise au niveau de l'électorat. Les gens ne lisent pas. Et lorsque les jeunes m'ont approché pour que je participe à cette foire du livre et de l'artisanat, les 13 et 14 août au palais municipal, je me suis dit que je n'ai absolument aucun problème. Je dois présenter à nouveau mes deux ouvrages parce que j'ai été déjà à Livre en folie. Mais la seule différence, c'est que pour Livre en folie, évidemment, on peut s'acheter en ligne. Mais pour cette fois-là, au palais municipal, c'est en présence. Les gens peuvent se déplacer pour aller et venir
retirer des exemplaires. Moi, je vais venir avec mes 2 ouvrages quand même, Covid-19 et les outils de planification. Donc c'est une occasion d'exposer ses œuvres et de vendre aussi. C'est ça, il y aura beaucoup d'auteurs qui vont être en signature et que le public peut en profiter pour se parler, pour parler aux auteurs, aux écrivains. Il y aura aussi des produits artisanaux qui vont être exposés au cours de cette foire-là. Et j'en profite pour féliciter quand même James Val et qui coordonne cette activité-là. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication et c'est bien Jackson Bado. Il y a quelqu'un aussi qui s'occupe de la logistique, c'est Peggy Badio qui est notre collègue, qui est une amie à nous. Très bien, très bien. Maître Gerby, Blaise, une foire du livre, la foire du livre, une nouvelle activité destinée aux lecteurs, aux écrivains. Ça vous dit quoi? Et ça me dit beaucoup de choses. La première chose qui m'interpelle, c'est quand j'ai été approché par les jeunes, effectivement, j'ai été contacté par téléphone. Et bon, c'est vrai que j'ai été un petit peu surbooké et ils ont insisté pour avoir ma participation à cette foire. La première chose sur laquelle j'ai cogité moi-même, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour la culture haïtienne. C'est que les jeunes, ce sont des jeunes qui sont très insistants, qui sont très persévérants pour trouver, en tout cas pour avoir la participation, la présence des auteurs qu'ils estiment être nécessaires, qui peuvent inciter les jeunes, qui peuvent inciter le public à la lecture. Vous savez qu'on est en parfaite décadence en Haïti par rapport, non seulement par rapport à la culture, mais aussi particulièrement par rapport à la lecture. Les gens ne lisent pas, ne lisent presque pas. Et c'est pas seulement en Haïti, hein, c'est presque partout dans le monde. Par rapport à l'apparition de l'Internet, moi, mes enfants, il faut se batailler avec eux pour qu'ils lisent, quoi. Donc il y a l'Internet, on va sur Google, on googleise, etc. Maintenant, c'est la première chose qui m'interpelle, c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est beaucoup plus personnel. C'est une opportunité pour moi parce que j'ai expérimenté et le livre en folie le mois de juin dernier, c'était une belle expérience. Et c'est vrai, donc toute expérience a toujours comporte ses lacunes, mais après, donc c'est à partir de l'expérience qu'on peut aussi rectifier les erreurs. Donc c'est une opportunité pour moi de faire connaître davantage mon travail. J'ai un travail que c'est ma thèse, mon livre qui est issu de ma thèse de doctorat, que je suis en train de faire une tournée nationale avant même de penser à une tournée internationale. C'est vrai que c'est dans notre plan, programmation pour faire connaître le travail au niveau international dans les pays au niveau de l'Amérique latine, Amérique du Nord, en Europe particulièrement, mais en Haïti, je pense que mon livre sera beaucoup plus utile en Haïti parce que mon projet, c'est de pousser les pouvoirs publics à moderniser la justice pénale haïtienne. Donc, du coup, il faut qu'il y ait des lecteurs, mais en tout cas, mes lecteurs doivent être majoritairement haïtiens. Donc, c'est une opportunité sur le plan personnel pour moi de présenter, de faire connaître mon travail à l'occasion de cette foire nationale et aussi de découvrir d'autres auteurs aussi, parce que j'ai vu qu'il y a professeur Aubin qui sera là, il y a Prosper Avril qui sera là, il y a Lionel Trouillot qui sera là. Donc c'est-à-dire que moi j'aurai l'opportunité de découvrir d'autres auteurs. Une nouvelle occasion qui réunit les écrivains. Effectivement, donc une nouvelle occasion qui réunit. Alors moi, j'ai à vous entendre parler, et je fais le constat aussi que les gens ont plus tendance à regarder dans leur smartphone que de se référer à des ouvrages. Est-ce que, messieurs, vous deux qui êtes là, d'abord qui avez surtout souligné le fait que les gens ne lisent plus, si on ne lit plus, est-ce qu'on ne craint pas qu'on arrive à un moment où les gens cessent de produire, malgré les inspirations, malgré les connaissances? Est-ce que vous craignez pas qu'un jour, vous, écrivains, vous cessez d'écrire? Est-ce que vous ne craignez pas? Mais il semble que c'est plus facile de lire et des textes sur les réseaux sociaux parce que depuis la COVID-19 et différentes crises au niveau international,
il y a tellement de textes qui sont parus, évidemment, les gens lisent rapidement. Mais deuxième chose que je voulais attirer votre attention, c'est que non seulement il faut inciter les gens à la lecture, mais il faut apprendre aux gens comment élaborer aussi. Et je crois quand même qu'il y aura quand même une séquence sur cette question-là, comment élaborer un roman. Comme moi, je suis de l'éducation, et j'avais dit aux enseignants, il ne faut pas donner des textes à réciter aux enfants, mais il faut apprendre aux enfants comment élaborer un roman et des nouvelles. Parce qu'il y a des gens qui reviennent d'une zone, de sa ville natale, etc. Ils aimeraient écrire quelque chose sur sa ville, ne serait-ce qu'en sous forme de roman. Parce que ici, c'est vraiment intéressant. Mais vous ne répondez pas à la question. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude que les producteurs ou encore les écrivains cessent de produire, cessent d'écrire. Moi, je ne vais pas dissiper ces inquiétudes. Mais tout simplement, nous devrions développer des mécanismes pour voir dans quelle mesure on peut inciter les gens à la lecture. Parce que moi, personnellement, j'ai fait un investissement lourd, évidemment, pour l'impression. Évidemment, lorsqu'on prend le parc scolaire, il y a plus de 122 000 enseignants, plus de 4 millions d'élèves, 20 000 écoles. Évidemment, j'ai fait l'impression de 1000 ouvrages. Évidemment, jusqu'à présent, c'est à peine 300, 400 qui sont vendus. Ça dit qu'il y a quand même des inquiétudes. Oui, c'est décourageant. Mais comme j'avais parlé aux responsables, surtout, j'avais fait des échanges avec Madame la ministre de la Culture. Je lui avais dit qu'il faut renforcer les bibliothèques parce qu'il faut qu'il y ait une véritable politique de livres et dans le pays. Ça peut se faire conjointement entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. D'ailleurs, ils travaillent conjointement, je les ai reçus. Oui, c'est ça. Ils étaient tous sur le plateau. Vous avez, Maître Gerby Blaise, vous avez, je peux dire professeur, vous enseignez aussi oui, je suis professeur, à l'université. Oui, à l'université, oui. Oui, et cette inquiétude-là n'est pas chez vous. Oui. J'ai davantage cette inquiétude, surtout dans mon domaine, en fait, dans le domaine du droit. Et déjà, vous savez ce qu'on vit en Haïti actuellement, et c'est pour ça que mon livre est d'actualité, c'est parce qu'on a une justice pénale, en tout cas un système juridique où il y a peu de personnes qui écrivent en fait en matière de droit. Il y a pas de. C'est pour ça qu'on n'a pas ce qu'on appelle l'originalité de la doctrine pénale. Je parle de mon domaine, de ma spécialité. On n'a pas l'originalité de la doctrine pénale en Haïti. Donc il n'y a pas de revue. Et actuellement, à ce jour, en toute humilité, je suis le premier à proposer un livre de procédure pénale en Haïti qui comporte son originalité. Donc, il n'y a même pas une carence, c'est qu'il y a une absence en fait de justice pénale en Haïti par rapport à quoi? Par rapport à nous avons d'excellents juristes. On a d'excellents juristes qui furent ministres de la Justice, d'excellents juristes qui furent directeur général du ministère de la Justice, donc d'excellents juristes qui sont professeurs à l'université, mais on a une culture de paresse d'écriture en Haïti. Et si on arrive... Ça va crescendo Voilà, ça va crescendo. On a, par exemple, on a un parlement dans les 20 dernières décennies. Le constat est là. On a un parlement qui, on peut compter sous les doigts combien de textes de loi assez pertinents qu'ont élaboré nos parlementaires qui sont d'excellents juristes. Donc, c'est qu'on a une culture de décadence d'écriture. Et là, ça craint. Ils ne sont pas tous d'excellents juristes, quand même. Bon, je préfère. Donc, du coup, ça craint. Et les répercussions, donc, je les sens, en fait. Donc, ça a une répercussion sur moi parce que là, je viens de, comme vient de dire mon collaborateur, je viens d'imprimer, j'ai un livre qui est imprimé, en tout cas qui est publié à compte d'éditeur. Donc, j'ai acheté de mon éditeur pour proposer aux lecteurs haïtiens, au public haïtien. Et j'ai acheté 1100 exemplaires, 1100 copies, et on est à peine à 200-300
de copies vendues, c'est qu'il y a une culture de décadence d'écriture, une culture de décadence de lecture. Et il ne faut pas, mais en revanche, il ne faut pas non plus se laver les mains. Au contraire, donc il faut inciter les gens. Il faut continuer à inciter les gens. Ça va fonctionner, on va fonctionner à perte, donc on doit quand même continuer. Oui, bien sûr. Alors j'allais dire, est-ce que dans ce cas précis, il n'y a pas lieu de penser par exemple à de l'esprit d'initiative? Et question de méthode par exemple, j'écris pour l'Internet, j'écris pour Google. Par exemple, je produis pour Google, question d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, je produis le livre avant, mais ce livre-là doit être sur Amazon et pour être vendu a posteriori. De mon point de vue, le problème, ce n'est pas la question, en tout cas l'aspect numérique, la numérisation de la lecture. Par exemple, pour les recherches, par exemple. Oui, pour les recherches, oui. Par exemple, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai réalisé mes 6 années de travaux de recherche doctorale à travers des livres qui sont dématérialisés. Déjà, par exemple, en France, on a presque toutes les bibliothèques sont presque dématérialisées. Donc, le problème, ce n'est pas la dématérialisation du livre ou de la lecture, c'est une question de... Comment je peux dire ça? Je ne trouve pas le mot, mais le mot juste, c'est une question non seulement de culture, mais aussi d'envie, en fait, de lire. D'envie de lire. C'est vrai que je suis d'accord. Je peux quand même rejoindre vos propos, si vous me permettez 30 secondes. Il y a un problème aussi, un problème de précarité financière. Ça, c'est un gros problème aussi. C'est un gros problème, on en est conscient, mais il faut essayer de trouver la bonne formule pour inciter les gens à la lecture. Et c'est ce qui... Est-ce que vous pensez qu'une bibliothèque privée aujourd'hui a la même valeur qu'avant? Non, pas vraiment, parce que lorsqu'on prend le 21e siècle, c'est un siècle qui va voir émerger et qui émerge des sociétés et cognitives marquées par les connaissances, avec la révolution et cybernétique et même avec l'intelligence artificielle, parce que les données ou bien les connaissances sont à notre portée. Évidemment, un 5 clics, on peut retrouver beaucoup de choses, parce que la bibliothèque physique et je dis, il prend cours. Il prend cours. Ça dit que les gens ne fréquentent pas vraiment les bibliothèques physiques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que personne n'a le monopole de la connaissance. On peut retrouver les connaissances non seulement dans les bibliothèques physiques, mais aussi sur le net. Parce que Livre en folie était, par exemple, un événement majeur en Haïti, côté que c'est presque on raz de marée, que l'on observait, le monde qui pourrait acheter livre, qui pourrait rencontrer des écrivains. Mais je comprends, évidemment, et lorsqu'on organise une fois du livre, et ce sont les amis, les étudiants qui viennent s'acheter ces ouvrages-là. Évidemment, les gens ne s'intéressent pas vraiment, non? Et au livre physique, c'est-à-dire que le livre, c'est vraiment parce que, et on peut parler de crise, mais il y a un manque d'intérêt. Je vois ça. Est-ce que ce manque d'intérêt ne risque pas vous décourager? Oui. Non. Je partage les propos, l'idée du professeur. Je prends l'exemple sur mon livre. En fait, c'est pas lire pour lire, en fait. C'est ce que je pense que je suppose, c'est ce que vous voulez dire, monsieur le professeur. C'est pas lire pour lire. Par exemple, moi, dans mon objectif, le but de mon ouvrage, c'est pas de maximiser le nombre de lecteurs, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas le nombre d'exemplaires qui seraient vendus. L'essentiel pour moi, c'est de maximiser au contraire, donc je pense que je viens de faire un lapsus, c'est maximiser le nombre de lecteurs qui lisent mon livre, en fait. C'est pas d'achat qui m'intéresse. C'est que la seule façon pour moi d'inciter ou de pousser les pouvoirs publics, les autorités publiques à opérer un changement, en tout cas une grande réforme pénale, c'est qu'il y ait des contradictions. Et on peut trouver la contradiction dans la lecture. Si on ne lit pas mon livre, ça ne sert à rien de l'acheter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai qu'acheter les livres, c'est une sorte de compenser mon investissement, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir des contradictions, en fait. Si, je prends l'exemple, si je vends 2000 exemplaires et il n'y a que 200 personnes qui lisent mon livre, il y aura beaucoup moins d'effets. Si
vendais, par exemple, 500 livres, ou, pardon, si je vendais au moins 200 livres et que 198 personnes lisent leur exemplaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'impact pour moi, c'est à travers la lecture, c'est à travers les contradictions, c'est à travers des raisonnements, c'est à travers ça que j'aurai en tout cas, j'aboutirai, voilà la situation que j'aboutirai surtout au résultat que moi-même que je vise. Donc, pour rejoindre M. le professeur, la question de la dématérialisation, de toute façon, moi je ne suis pas pour la disparition totale de la bibliothèque traditionnelle. Non, la bibliothèque traditionnelle a encore sa place. Et vous avez raison, M. Théodore. On a l'événement de Livan Voli, c'est presque raz-de-marée. Donc c'est important de conserver la bibliothèque traditionnelle, mais en même temps, il ne faut pas non plus minimiser la dématérialisation de la lecture, parce que presque tous les documents actuellement dans des pays vraiment développés, les livres sont dématérialisés. Non, mais ce qui est important, on peut opter pour une certaine hybridité. Oui. Le physique et le numérique. Oui, c'est-à-dire au niveau des bibliothèques physiques, on peut avoir une forme de médiathèque, je ne sais pas moi, des outils de technologie afin que les gens puissent avoir accès à l'Internet, etc. D'ailleurs, les livres ont une durée de vie. Et numériser les livres-là peut garantir la pérennité des œuvres. Ben oui, en dépit des avancées des multimédias, avec l'e-books, avec e-learning, dans le cadre de la formation online, évidemment, le livre physique, il y a une certaine complicité avec le livre physique, comme si lorsqu'on lit un ouvrage, etc. Il y a quelque chose. Oui. Mais on ne peut pas arriver à la disparition de cette histoire. Lorsqu'on lit M. Théodore, c'est à l'entendre de parler que je réalise effectivement. Quand on tient le livre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose c'est qu'avec ça. le téléphone. Non, mais je dois vous donner un exemple. Même si c'est sur l'ordinateur, c'est pas la même chose. Évidemment, j'ai un troisième ouvrage, c'est bien les grands événements du XXe siècle, grand croisé sur Haïti. Mais j'ai été dans certaines bibliothèques physiques pour faire des recherches. Évidemment, j'ai trouvé des documents vraiment très intéressants. Probablement qu'on ne peut pas retrouver sur Internet. Et l'ouvrage que j'ai écrit, qui paraîtra sous peu, c'est un ouvrage dans lequel on va trouver beaucoup d'informations. Et c'est bien agencé. Mais on ne peut pas trouver. On peut trouver ça de façon éparse et sur Internet, mais il faut avoir cet ouvrage pour comprendre ce qui se passe maintenant en Ukraine et les menaces de la Chine vis-à-vis de la Taïwan, etc. Il faut lire les grands événements. Donc ça, c'est à l'école normale supérieure. C'est l'actualité. En sciences sociales. C'est l'actualité. Ça, c'est vraiment bien. Monsieur, merci infiniment. Et nous allons observer la pause et on reviendra pour essayer de mieux comprendre l'activité de ce week-end, de la Foire nationale du livre et de l'artisanat. Et puis, vous nous parlerez aussi des livres qui seront exposés. C'est seulement le dernier livre en date qui sera exposé Oui, effectivement, c'est mon livre, c'est Les mesures privatives de liberté avant jugement, regard porté sur le droit haïtien à la lumière du droit français. C'est un livre d'actualité, je pense, qui a son chemin à faire en Haïti. Et de toute façon, il est en train de faire son chemin, mais c'est un livre qui est d'actualité, je pense que pour les 5 prochaines décennies. On reviendra pour en parler. Merci beaucoup. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, maître Gerby Blaise et le professeur Yves Roblin. Avec eux, nous parlons de la Foire nationale du livre et de l'artisanat. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous sur le plateau de Métropole. Ce matin, maître Gerby Blaise et le professeur Yves Roblin, nous parlons de la Foire nationale du livre et de l'artisanat. Les livres en signature, professeur, vos livres en signature. Bon, et justement, et que c'est bien les grands axes en matière d'éducation en Haïti et COVID-19, les outils de planification du secteur d'éducation en Haïti. Et dans ces deux ouvrages-là, j'ai fait un diagnostic global du secteur éducatif et dans lequel diagnostic nous avons décelé toutes les pathologies dont souffre le secteur éducatif haïtien et pour lesquelles pathologies nous avons proposé des solutions, nous avons proposé des palliatifs sous forme de grand output. Nous avons dit à l'État ce que vous devriez faire pour accroître l'accès des enfants à l'école et ce que vous devriez faire aussi pour améliorer la qualité d'enseignement. Ça doit passer par la formation initiale, formation continue, formation en cours d'emploi pour les enseignants. Parce que le temps que les enfants vont passer à l'école ne doit pas être un temps perdu. Il faut véhiculer un enseignement de qualité au niveau
du parc scolaire au niveau du système éducatif. Le problème en Haïti, à partir de l'état des lieux que nous avons fini par remarquer que l'éducation de qualité devient l'apanage d'une minorité. C'est une minorité qui a accès à une éducation, à un enseignement de qualité. Et le rôle de l'État, c'est la recherche de l'équité. Il faut permettre à ce que tout le monde ait un enseignement de qualité pour que plus tard les enfants ne soient pas problème pour la communauté, mais plutôt solution. Et l'autre livre porte sur la Covid. Oui, c'est Covid-19 et les outils de planification. Est-ce que le livre n'est pas dépassé? Et le livre n'est pas dépassé. Le livre n'est pas dépassé, c'est que nous avons connu le pic de la pandémie et comme j'avais dit tantôt à des collègues, c'est au cours de la période de confinement que j'avais écrit cet ouvrage-là et j'ai essayé d'accoler Covid-19 et les outils de planification et pour faire ressortir pas les lacunes, non, mais plutôt les conséquences de cette pandémie sur l'enseignement en Haïti parce que les enfants ont raté beaucoup de cours en raison de la COVID-19 et ça a incité l'État à penser à un enseignement de type d'hybridation. Je veux dire par là, et les enfants peuvent rester à la maison, les enfants peuvent s'apprendre. Et les enfants peuvent aller aussi à l'école, d'accord, pour étudier, etc. etc. Mais évidemment, c'est un cas d'hybridité. Et vous avez fini par remarquer que les résultats qui sont donnés là, évidemment, on peut comprendre facilement. En dépit des problèmes de gang, en dépit de l'incidence de la Covid, évidemment, on a fini par remarquer que le résultat n'est pas trop catastrophique parce que les enfants, les élèves, ils ont opté pour quelque chose quand même. Ils ont fait des recherches quand même. Ils ont fait des recherches. Mais ce n'est pas grâce au livre, c'est grâce à l'Internet. Oui, non, grâce à l'Internet, ils ont fait des recherches. Oui. À partir de leur téléphone intelligent, ils ont fait des recherches. Donc là, vous faites allusion aux résultats proclamés par le ministère. Bon, évidemment, même s'il n'y a pas une étude qui a été faite, qui a été menée sur cette question-là, mais on peut voir ça à l'œil nu, parce qu'il y avait tellement de problèmes dans le pays, problèmes de Covid, problèmes de crise, problèmes de gang, etc. Insécurité. Mais bon, malgré, les élèves, ce sont des héros, des héros de la force, de la foi, des héros qu'on est bien, quoi. Oui. Donc, plus de 70% de résultats dans le nord-est. Je crois, pour NS4, je crois. Pour NS4, oui. Mais et le ministère s'en félicite apparemment. Le ministère s'en félicite. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le ministère fait beaucoup d'efforts. Merci, professeur. Maître Gerby Blaise, vous serez avec votre livre à la Foire nationale du livre et de l'artisanat. Et d'abord, comment était la participation à Livre en Folie? À Livre en Folie, effectivement, donc ça a été une bonne expérience. Je pense que je suis satisfait. Je suis satisfait parce que j'avais pas beaucoup d'exemplaires à l'époque, parce que je devais faire entrer des copies de l'Europe, de la France directement au venir. Donc il y a eu un retard de livraison de colis. Mais le peu d'exemplaires que j'ai exposé à Livre en Folie, ça a été un succès et je suis satisfait. Donc évidemment, c'est vrai qu'il y a en plus de la vente signature, est-ce qu'il y a des conférences qui sont prévues? Est-ce que vous allez animer des conférences pendant la foire? À l'occasion de la foire, je ne sais pas, parce que je ne suis pas invité sous cette casquette, tout simplement que j'ai été contacté pour exposer mon livre afin de faire connaître mon travail. Mais dans le cadre de la promotion de mon livre, oui, effectivement, donc moi je suis, comme je viens de vous dire, je suis en pleine tournée locale. J'ai été dans l'Artibonite récemment, notamment à Sema et au Gonaïve. Donc j'ai présenté le livre, j'ai organisé une conférence débat à Sema et dans l'Artibonite, et au Gonaïve, et ça a été
ça a été un succès. Je suis très satisfait. C'est que les gens, les juristes, c'est vrai, ce sont, comme je viens de vous dire, ce sont d'excellents juristes, mais qui n'ont pas eu la chance de faire un travail assez fouillé comme moi. Parce que la recherche, c'est pas parce que vous êtes plus compétent, c'est juste que vous passez beaucoup plus de temps sur une thématique bien déterminée. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire ce travail pendant 6 grosses années et le public était très satisfait dans l'Artibonite. Et cet objectif s'inscrit dans la continuité. Je prévois de faire à la rentrée judiciaire, je prévois le département du Centre, le Grand Sud, pardon, qui me sollicite. Donc voilà, c'est pour faire connaître le travail, la meilleure façon, c'est d'exposer, de présenter le travail au public et d'expliquer en fait que le contenu en détail, parce que c'est un travail quand même qu'il ne faut pas oublier, monsieur Théodore. Mon livre comporte plus de 600 pages d'écriture. C'est un livre assez dense et c'est un document de recherche. C'est vrai, un document d'enseignement et de recherche. Donc, il faut inciter les gens à lire. Et la meilleure façon pour inciter les gens à lire, c'est d'exposer le contenu du travail. Donc, oui, je suis en pleine tournée locale pour faire connaître davantage mon livre. Et pour la Foire nationale du livre de l'artisanat, et les organisateurs m'ont approché pour que je présente un sujet sur la révolution au niveau de l'éducation à l'approche de la rentrée scolaire. Et moi, je pense que c'est vraiment bien et je vais mettre l'accent sur 2 choses. Des stratégies à adopter pour qu'on puisse arriver à accroître l'accès des enfants à l'école pour parler de la scolarisation universelle. Et ça est en concurrence avec les résolutions des Nations Unies, les ODD, à l'horizon temporel 2030. On voulait que tous les pays en développement atteignent l'objectif de la scolarisation universelle. Et c'est en concurrence aussi avec l'article 32.1 de la Constitution amendée de 1987 et la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 26. On demande à ce que l'État mobilise des ressources au niveau du trésor public et avec l'appui de l'aide externe pour que tous les enfants aillent à l'école. Alors, à la fois, les organisateurs n'entendent pas agir sur les prix comme c'est le cas pour eux. Oui, c'est ça. Parce qu'il y aura quand même une diminution. Si le livre se vend sur le marché national à quelques 1250 gouttes, eh bien, les participants peuvent en acheter à quelques 1000 gouttes, 750 gouttes. Vous acceptez C'est une question assez sensible. Oui, on a trouvé. C'est une question assez sensible. J'ai abordé, en tout cas, il y a 2 membres, je crois que 2 membres un des organisateurs. Donc, il m'a appelé et on en a parlé. Et je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'influence sur le prix de mon livre. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de moi. C'est une question très, très sensible, monsieur Sédor. Et je comprends aussi, je comprends parce que j'ai été confronté à cette difficulté financière dans le département de l'Artibonite. À Saint-Mars, c'est des juristes qui travaillent, mais on est en pleine crise judiciaire parce que les tribunaux sont fermés et ils se plaignent. Donc, je le comprends. Ouais, affaire nous pas bon. Maintenant, pour le moment. Oui, que ce soit les avocats, les juges, etc. Maintenant, moi, le problème qui se pose, c'est que moi, je l'ai souvent répété et j'ai eu le privilège de le répéter sur votre plateau, M. Wendel, avec vous, récemment, quand j'ai présenté mon livre. Ici, c'est un livre qui est publié à compte d'éditeur. C'est-à-dire que sur Amazon, vous allez voir que le livre est vendu, se vend à 119,90 €, donc 126 $ américains. Donc, moi, j'achète de l'éditeur, je n'ai aucune influence sur le prix, en fait. Et pour faire venir le livre, donc c'est un coût pour acheter le livre, etc. Donc, maintenant, j'en ai parlé aux organisateurs, ils m'ont dit non, il ne va pas avoir de réduction sur votre livre, parce que j'ai expliqué que je n'ai pas d'influence sur le prix, parce que c'est un prix qui est fixé par mon éditeur. En revanche, moi, ce que je souhaite, et je le souhaite de tout cœur, j'ai tenté à tous les niveaux, j'ai écrit la primature, le Premier ministre, docteur Ariel Henry, j'ai écrit au ministre aussi de la Justice. Donc, en tout cas, j'ai écrit vraiment
je me suis adressé aux autorités politiques pour subventionner, aussi aux délégations internationales qui sont sur place en Haïti, pour essayer de subventionner le livre pour les étudiants, les avocats, les juges. Et quelle a été la réponse? Bon, Silence radio. pas totalement, je dois être honnête, parce que j'ai rencontré personnellement le ministre de la Justice, donc il m'a expliqué qu'il y a un problème de budget, mais quand même qu'il en a acheté, il a acheté 50 exemplaires, bon. C'est pas mal. Et c'est pas mal. Il y a la BRH qui a acheté aussi quelques exemplaires. Il y a la police, ça m'a fait plaisir. Et la police, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ils m'ont écrit aussi. Gerbi, c'est un livre vraiment qui est très important pour la police judiciaire. La PNH a acheté une quantité, même si ce n'est pas beaucoup. La Chambre des députés aussi, le secrétariat général de la Chambre des députés qui a pris un lot. Oui, voilà. Il a pris un lot, mais déjà, c'est quelque chose. Dans bon nombre de pays, il y a un poste budgétaire qui est alloué et pour financer les écrivains, les gens qui produisent, les gens qui font avancer la science. Mais malheureusement, chez nous, il n'y a pas vraiment ça. Lorsqu'on présente la requête, c'est difficile qu'on arrive à satisfaire. C'est votre téléphone qui sonne, mais le temps de le mettre sur mon silence. Et pour nous, nous allons passer à un point à un autre sujet. Oui. Et je voulais juste en profiter pour remercier vraiment que la Fédération des barreaux, M. Théodore, la Fédération des barreaux d'Haïti, effectivement, qui a pris mon travail, qui a pris mon livre à cœur, qui a coordonné, qui a accepté d'assurer la coordination des conférences débats dans les 18 juridictions du pays autour de mon livre. C'est encourageant. Ouais, c'est très encourageant. J'en profite pour demander aux autorités politiques d'accompagner, oui, mais d'accompagner surtout, pas moi, mais d'accompagner la Fédération des barreaux d'Haïti, le CSPJ, l'école de la magistrature. Malheureusement, l'école de la magistrature est en difficulté financièrement, donc ça, je peux le dire, donc je peux faire cette indiscrétion. L'école de la magistrature, donc à cause du problème de budget, l'école a pris seulement 12 exemplaires, donc, alors que elle en veut plus. Donc il y a un gros problème. Je pense que ces institutions doivent être accompagnées pour faire connaître mon travail, pas pour moi, mais pour la justice pénale haïtienne. Merci, maître. La foire dure combien de jours? C'est 2 jours, c'est 13 et 14 août. Samedi, dimanche. C'est ça. Et il faut dire que au cours de cette foire, évidemment, il y aura quand même des exposés quand même, parce qu'on a approché quelques auteurs. Mais moi, et comme je vous avais mis au parfum de cette question-là, mais ce qui est important, c'est que c'est une grande conférence que je compte donner, non seulement au niveau de la foire, mais aussi peut-être à d'autres niveaux. Et c'est juste pour concilier l'école et la vie sociale. Ouais, pour montrer que nous avons opté pour une approche de Palo Alto en psychologie. Il faut voir le patient dans toute sa globalité. Ouais. C'est l'éducation. Si on veut améliorer l'éducation, il y a des problèmes sociaux que l'État, les pouvoirs publics doivent adresser. Parce que c'est extrêmement important. Professeur Yves Roblin, et ce sera où la foire? Au palais municipal? C'est palais municipal, c'est Delma 33, zone charbonnière. Ok. Et nous serons là, et à partir de 8h, mais moi, je vais être là vers les 9h, comme ça, jusqu'à 4h. Pendant les 2 jours? Oui, pendant les 2 jours, parce que dimanche, bon, je comprends quand même, évidemment, je vais voir, parce que je dois passer à l'église quand même. Oui. Un journaliste qui me dit ça, oui, dans l'émission 4h, il dit ça, je vais nous à l'église. Oui, ça a un impact. Ah bon? Son communauté est très religieuse. Oui. Son peuple qui est foncièrement religieux. Si le peuple n'est pas religieux, il y a plus de problèmes dans le pays. Parce que les problèmes sociaux ne sont pas adressés. Les problèmes sociaux ne sont pas résoudre. Il faut nous clair sur ça. Donc, on va le prier dimanche quand même. Oui. Très bien. Alors, quel autre sujet moi puis avec le professeur Gerbi Blaise. Est-ce qu'on peut l'appeler un événement? Il y a eu un événement, quand même, la conférence internationale. Et l'objectif était de créer des pôles judiciaires spécialisés. Apparemment, c'est une initiative du ministère de la Justice et du RENAMA. C'est de ça? Oui, effectivement. C'est utile une telle initiative? Oui, mais
une belle initiative, effectivement, mais dont la finalité me paraît... La finalité vous laisse perplexe. Ouais, donc pourquoi je dois faire un retour sur la question de foire du livre et de l'artisanat, parce que je viens d'être rappelé à l'ordre, c'est que je suis invité effectivement à faire un exposé sur mon livre sur la justice pénale, effectivement. Donc voilà. Ah bon? Ouais, donc je ne savais pas, ouais. Et maintenant... Le point est utile. Oui, effectivement. Très utile, hein, très utile. Monsieur Théodore, sincèrement, je suis pas un refusé en fait que de l'apparition de ce qu'on appelle la spécialisation des magistrats dans la justice, dans le système judiciaire haïtien. Non, je suis un affirmé, un partisan. Et d'ailleurs, il faut aussi avoir à l'esprit que la question de la spécialisation des magistrats n'est pas une chose nouvelle en fait dans le système judiciaire haïtien, non. Parce qu'on a qu'est-ce qu'on entend par justice spécialisée ou juridiction spécialisée? Eh bien, une juridiction spécialisée, c'est une définition classique, c'est une juridiction qui a compétence pour connaître les affaires. Les seules affaires en fait qui lui sont attribuées par un texte de loi. C'est ça une juridiction spécialisée. Donc on a le tribunal de commerce ici, on a le tribunal du travail, on a les tribunaux pour enfants. Donc ce sont des juridictions spécialisées. C'est pas une chose nouvelle. Oui. Maintenant j'ai deux problèmes. Quand on parle de pôle judiciaire spécialisé, c'est la même chose. Non. Déjà, d'emblée, j'ai un problème sur l'appellation. Donc, je suis trop pointu parce que, bon, c'est vrai qu'on va me reprocher parce que je suis pénaliste, donc j'ai fait des recherches pour ça. C'est normal, je suis très pointu. J'ai un problème sur l'appellation, en fait. Pôle judiciaire spécialisé. Parce que l'appellation, en tout cas, la thématique, ils ont lié le ministère de la Justice et le RENAMA aussi, ils ont lié l'appellation, en tout cas, la thématique, à la délinquance financière, aux infractions sexuelles. Il y a un problème. Il y a un problème parce que on est dans la délinquance financière, on est dans le domaine pénal. Alors que pôle judiciaire spécialisé, je viens de vous dire que le tribunal de commerce, le tribunal du travail, c'est une institution judiciaire, en tout cas c'est une juridiction, ce sont des juridictions judiciaires spécialisées aussi. Maintenant, de mon point de vue, il aurait dû préférer pôle judiciaire spécialisé à pôle de juridiction spécialisée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on est dans le judiciaire, on est dans le domaine civil et on est dans le domaine pénal aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la délinquance financière, quand on parle de crime financier, c'est la délinquance financière. Donc, c'est le domaine pénal. Maintenant, j'ai un problème avec l'appellation. Je pense qu'ils auraient dû préférer l'appellation pôle juridiction par exemple, économique et financière et antiterroriste au lieu de pôle judiciaire spécialisé. L'appellation, en tout cas, donc, n'est pas... en tout cas, est peu inspirée. Donc, ça me paraît peu inspiré. Et la deuxième chose, qu'on met, on lie les infractions sexuelles à pôle judiciaire spécialisé. Bon, même si on aurait tendance à confondre pôle judiciaire spécialisé à juridiction spécialisée, mais il y a un problème parce que les infractions sexuelles relèvent en général du droit pénal commun, du droit commun en fait. C'est un juge normal, un juge classique, une instruction qui peut instruire une affaire en matière de viol ou voilà. C'est pas une juridiction spécialisée en fait. Ça, j'ai un problème avec l'appellation. La deuxième chose, c'est que c'est sur la finalité. La finalité, moi, je comprends d'ailleurs, donc comme je viens de vous dire, et j'en profite aussi de l'espace du plateau à l'occasion de Le Point ce matin pour remercier le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ministre Berthaud Dorsey, qui m'a envoyé une invitation spéciale pour participer à cet événement, à cette manifestation, à laquelle je ne pouvait pas participer par rapport à l'esprit de coopération, parce que la Fédération des barreaux... Par rapport à la crise. Non, par rapport à la crise, mais la Fédération des barreaux qui a sorti une note en demandant, en fait, qui a demandé aux avocats et avocates... Bon, j'ai dit crise, peut-être le terme est trop fort, mais il y a un problème. Il y a un problème par rapport à l'arrestation de notre confrère Maître Robinson Pierre-Louis. Donc, du coup, c'est vrai que le RENAMA aussi, ce sont des amis qui m'ont invité...
Ils m'ont parlé de ce projet depuis plus d'un an. En fait, c'est un projet qui se construit pendant environ un an. Maintenant, j'avais le regret de décliner cette invitation par rapport à l'esprit de coopération. Maintenant, la finalité me rend aussi perplexe parce que le RENAMA et le ministère de la Justice, et j'ai fait un tweet en réponse au tweet du Premier ministre Dr Ariel Henry en disant que le Premier ministre a affirmé qu'il encourage, en tout cas il va tout mettre en œuvre pour demander le ministère de la Justice de prendre des dispositions pour créer les pôles de judiciaires spécialisés. Et j'ai répondu que c'est totalement impossible en fait. Totalement impossible, pourquoi? Alors c'est illégal ou c'est impossible? C'est illégal, c'est impossible. C'est impossible. Non, mais ça peut être illégal, mais possible. Je ne sais pas. Si on est en matière d'état de droit, c'est impossible. C'est pas et j'ai expliqué qu'il ne faut pas faire croire au Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre, le problème, ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est un Premier ministre. Il y a le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, je peux comprendre aussi, c'est un excellent juriste qui est de bonne foi. Mais ce n'est pas le ministre de la Justice aussi qui s'occupe de tout. Je comprends aussi le créer comment? Par un décret ou... C'est ça que je vais vous expliquer. Maintenant, ils veulent, leur finalité c'est de créer ces pôles judiciaires spécialisés par voie réglementaire. C'est absolument impossible. Je vais vous dire pourquoi. Absolument impossible. Et j'ai entendu des intervenants à l'occasion, parce que c'était en direct, en tout cas il y a la retransmission qui était en direct, j'ai entendu des intervenants, que ce soit au niveau de l'association des magistrats, du CSPJ ou de l'exécutif, qui ont affirmé que l'absence, en tout cas qui ont évoqué l'absence du Parlement en tout cas, pour offrir la possibilité au Premier ministre, à l'exécutif, de procéder à la création de ces pôles judiciaires spécialisés, moi que je préfère pôles de juridiction spécialisés. De bonne foi, ils se sont trompés en fait. De bonne foi, ils se sont trompés. Pourquoi? Parce que l'absence du Premier ministre, effectivement, il y a ce qu'on appelle, et je suppose, c'est vrai qu'ils n'ont pas évoqué l'expression juridique, théorie de fonctionnaire de fait. Mais je suppose que c'est à ça, en tout cas, donc c'est à cette théorie qu'ils font allusion. Mais ils se sont trompés de bonne foi. Là, vous parlez de théorie de formalité impossible. Non. Non, c'est bon. Moi, je préfère, juridiquement, je préfère. C'est vrai qu'ils ont évoqué, souvent, on évoque ici théorie de formalité impossible, mais l'expression juridique normale, c'est théorie de fonctionnaire de fait. Maintenant, mais ils se sont trompés. La théorie de fonctionnaire de fait, effectivement, permet à l'exécutif de procéder, en tout cas, de procéder à des mesures. En dehors du Parlement. En dehors du Parlement, mais des mesures qui existaient déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a le CSPJ ou les juges, et il faut aussi avoir à l'esprit M. Théodore. Alors, on va bientôt finir. Oui, mais je vous explique. Là, vous êtes en train de nous dire que c'est une initiative mort-née. Non, mais je vous explique. Légalement. Et c'est très important ce que je suis très sensible par rapport à la notion de droits et libertés fondamentaux. Monsieur Théodore, on est dans la notion de délinquance financière. Il s'agit de la mise en cause des droits et libertés fondamentaux. C'est des parquets financiers, c'est deux juges spécialisés, deux juges qui seront habilités à prendre des mesures coercitives. Et quand un juge ou un magistrat va adopter des mesures coercitives, on est en quoi? On est face à quoi? On serait face aux droits et libertés fondamentaux qui seront mis en cause. C'est-à-dire que restriction, privation de liberté, restriction de liberté. Maintenant, il faut qu'il y ait le législateur qui encadre ces mesures-là. Et c'est clair dans la Constitution. Il y a l'article 24.1 dans la Constitution. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais l'article 24.1 de la Constitution proclame quoi? En tout cas, personne ne peut être arrêté, poursuivi ou détenu sans que la loi ne le prévoie pas. C'est une consécration universelle en fait dans tous les pays. Donc c'est impossible. Juste avant de finir, professeur, permettez-moi de vous dire. Ah, mais vraiment, il faudra vraiment bref. Non, évidemment.
Parce que lui, il prône la justice. Moi, je pense que c'est vraiment bien. Et que moi, je voulais, excusez-moi quand même, je voulais présenter mes sympathies à la famille et Yvon Busquet, qui fait un bon partenaire pour le ministère de l'Éducation. Et il faut dire que nous autres, nous avons condamné énergiquement, d'accord, ce qui s'était passé, l'assassinat brutal de Busquet. Et que dans toute société humaine, il y a toujours des déviants, des paranoïaques et des criminels nés qui sont hantés par la nécrologie, des psychopathes, hantés par la nécrologie pour donner la mort. Mais il faut que les institutions soient fortes, comme la justice, comme la police, dans une conception de Thomas Hobbes, pour traquer les bandits et les mettre hors d'état de nuire. C'est votre rôle. Non, mais c'est la justice. Monsieur Théodore, je vous explique. L'idée est venue de comment? L'idée est venue parce que je suis le premier à expérimenter ce qu'on appelle la préoccupation sur la délinquance financière, parce que j'ai eu la chance de faire partir des magistrats haïtiens en France, dont des organisateurs de cet événement, de RENAMA. Et il y a beaucoup de magistrats qui sont partis avec moi en France. J'étais chef de la délégation. J'ai eu la chance de parler avec le ministère de la Justice, le ministère français de la Justice. Donc on fait venir des magistrats. Maintenant, l'idée, c'est la transposition de l'expérience qu'on a faite en France, en fait, en Haïti. Mais il faut être très prudent, en fait. L'idée de la transposition est bonne, effectivement. La formation des magistrats pour avoir une certaine expérience, en tout cas, pour avoir des connaissances juridiques sur des domaines, des thématiques en matière de délinquance financière, de l'ordre public, économique et financier, l'idée est bonne. Mais la transposition, donc il faut que la transposition s'inscrit aussi dans un encadrement institutionnel. Il y a une chose qui est fondamentale. La Constitution, l'article 24.1 interdit la création de toute mesure coercitive, c'est-à-dire que de toute mesure coercitive non seulement mesure coercitive, mais aussi de juridiction coercitive sans l'encadrement d'une loi. L'encadrement d'une loi. Et la loi, qui peut élaborer une loi, c'est le Parlement. Maintenant, il est impossible. C'est-à-dire que maintenant, en revanche, je comprends, l'idée est bonne. D'ailleurs, il y a un problème parce que quand j'ai lu, en tout cas j'ai entendu dans les journaux qu'il y a la restitution du forum qui a été faite au Premier ministre. Et pour moi, la démarche n'est pas académique parce qu'on a un événement qui a été, en tout cas, qui a été réalisé sur 3 jours. Maintenant, on ne peut pas, déjà, c'est des travaux, c'est pas la restitution d'un document, c'est pas une feuille de route, c'est des travaux, c'est-à-dire qu'il y a des intervenants, non seulement des conférenciers, mais il y a aussi des participants. Maintenant, il fallait prendre du temps pour rédiger un document, des travaux. Donc maintenant, ce sont ces travaux-là, issus de ces 3 journées de l'événement, qui devaient être remis. Vous voyez ce que je veux dire, au Premier ministre. Donc, c'est-à-dire que si on remet tout simplement le 3e jour, on remet un document au Premier ministre, donc c'est un document qui était déjà pré-rédigé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne prend même pas en compte les interactions. Ce qui a été discuté. Voilà. Donc, la démarche n'est pas académique. Maintenant, et aussi, c'est des juges. On dit parquet financier. Parquet financier, c'est simple. Le raisonnement est simple. Parquet financier, c'est une juridiction. En tout cas, c'est une autorité publique qui est créée. Maintenant, la loi est claire. On ne peut pas, l'exécutif ne peut pas créer une autorité judiciaire qui va prendre des décisions coercitives. Donc, c'est interdit. Maintenant, je peux comprendre aussi, pour finir l'idée, moi-même, ce que je proposerais aux organisateurs, c'est-à-dire que le RENAMA et le ministère de la Justice, c'est d'élaborer un document, effectivement. Maintenant, il va y avoir des travaux issus de ces 3 journées de l'événement et proposer ces travaux au Premier ministre. Maintenant, le ministère de la Justice peut rédiger, élaborer un texte pour soumettre au Parlement et aller défendre effectivement ce texte devant le Parlement pour créer ces juridictions. Moi, au lieu de parler de pôle de judiciaire spécialisé, l'expression est totalement inappropriée et peu inspirée, de créer des pôles de juridiction spécialisés ou en matière de l'ordre public, économique et financier, et de donner la possibilité au Parlement d'encadrer ces pôles de juridiction spécialisés. À ce jour, c'est l'avenir de l'événement de cette manifestation.
c'est une belle initiative. Il y a effectivement des discussions, je pense, qui ont été intéressantes, mais qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Voilà. Merci, Maître Gerby Blaise. Merci, professeur Yves Roblin, de votre disponibilité. Malheureusement, on ne peut pas rester plus longtemps. J'étais quand même content de vous recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Bon week-end à chacun de vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Gerby Blaise et le professeur Yves Roblin étaient les invités de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.